des bases, hein, des ATGC, puisqu'on sait ce qu'il fait, on peut le breveter. Donc c'est le brevet du vivant. Donc vous voyez bien la logique, si vous voulez, qui est derrière, au fond, l'hypothèse de Crick, le véritable triomphe que constitue le décodage du code génétique, et ensuite les conséquences perverses de ce triomphe sur les orientations de la biologie. Et on peut dire qu'à partir des années 70, ça va être toute l'histoire de la biologie, c'est l'histoire de la remise en cause progressive de ce qu'on a appelé, de ce que Crick appelait lui-même le dogme de la biologie moléculaire. C'est-à-dire ces deux hypothèses dont je vous parlais tout à l'heure. Et dès les années 80, on sait que ces hypothèses sont erronées, et finalement, ce qui a porté le coup de grâce à toute l'affaire, ça a été l'annonce du séquençage du génome humain en l'an 2000. Ça a été annoncé, vous savez, de Berlin à Pékin, de Tokyo à Paris, de Washington à Londres. Il y a eu une immense cérémonie de propagande pour célébrer le séquençage du génome humain, ce qui était d'ailleurs une véritable plaisanterie. Mais la leçon qui est sortie ce jour-là de cette annonce, c'est que l'espèce humaine avait autour, disait-on à ce moment-là, 30 000 gènes. C'est très très peu pour le roi de l'univers, hein, puisqu'on n'a pas plus de gènes que de certains lombrics ou certains vers de terre, c'est pas brillant, hein, pour l'espèce qui est censée tout dominer. Et nous avons entre 100 000 et 300 000 protéines. Donc le modèle, un gène, une protéine, ne fonctionne plus. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire là, et c'est valable pour les gens de Biovision ou ailleurs, c'est qu'il n'y a plus de base, disons, véritablement scientifique aux manipulations génétiques. On a affaire à des techniques qui sont des techniques brillantes parfois, extrêmement inventives, mais qui ressemblent, si je reprends une expression qui a été utilisée par des chercheurs à propos des diagrammes de régulation des gènes. Vous savez que ces diagrammes sont devenus d'une complexité de plus en plus grande, puisque vous avez le régulateur du gène, mais vous avez le régulateur du régulateur, le répresseur du régulateur du régulateur du répresseur, etc. Et ceci, c'est à l'infini. Donc ces diagrammes deviennent de plus en plus compliqués, et donc des chercheurs récemment comparaient ces diagrammes à une explosion dans une usine de spaghettis. Et je peux dire qu'à l'heure actuelle, faute justement de vision unitaire, de conception unitaire du monde vivant, tel que Crick avait pu la formuler, à l'heure actuelle, on est face à une créativité technique, parfois extrêmement inventive, extrêmement brillante, hein, mais qui malheureusement, à mon avis, bute sur des problèmes qui sont des problèmes, disons, de biologie fondamentale, qui est la conception même qu'on a de la vie. Personnellement, en tant qu'agronome, je pense qu'il y a strictement, alors pour les plantes génétiquement modifiées, l'approche moléculaire des plantes ne sert strictement à rien. Parce qu'une plante, elle ne pousse pas dans un ordinateur, elle ne pousse pas à l'échelle moléculaire, une plante, elle pousse dans un milieu. Et entre, disons, un gène, le chromosome, le génome, la cellule, l'organe, l'organisme et l'organisme dans son milieu, chaque, disons, niveau scientifique ne peut pas, on ne peut pas réduire le niveau scientifique de la plante dans son milieu social et technique, à la collection de gènes qu'elle possède. Ce n'est pas vrai. Et donc je plaide en effet pour qu'on en revienne à des formes intelligentes d'agriculture et d'agronomie, hein, qui consistent à travailler à l'échelle de la plante dans son milieu avec une vision écologique de cette plante. Et je pense que c'est ce que va vous dire Dominique maintenant. Cependant, comme on a sûrement des élèves qui sont ici en agro, et que les OGM, on va leur faire la peau en France éventuellement, mais les hybrides vont rester, Jean-Pierre. Tu ne veux pas dire un petit mot sur Si. Bah, je veux bien dire un mot sur la supercherie du vocabulaire d'une manière générale. Le vocabulaire qu'on utilise partout dans le monde, on vous parle de variété. Une variété de blé, d'orge, d'avoine, etc. Variété, si vous regardez dans le dictionnaire, ce que ça veut dire le caractère de ce qui est varié. Diversité, contraire de l'homogénéité, de l'uniformité. C'est ça que ça veut dire une variété. Ici, nous sommes une variété d'êtres humains. Il n'y en a pas un qui est pareil. Les agriculteurs du tiers-monde et les agriculteurs français, il y a encore 60 ans ou 70 ans, pour la majorité, cultivaient des variétés de blé, d'orge, de ce que vous voulez imaginer. Par ce terme-là, on entendait le terme, les Villemorins au XIXe siècle, qui sont les premiers grands sélectionneurs, parlaient de termes de race de blé. C'est-à-dire qu'une race de blé, ça correspond au fond bien à cette idée, c'était que derrière un certain nombre de caractères phénotypiques
qui permet d'identifier le port de la plante, la couleur, etc. Mais si on observe de près, on s'aperçoit qu'à l'intérieur de cette uniformité apparente, il y a une très très grande diversité qui reste. Vous observez maintenant une variété de rouge de Bordeaux, par exemple, et ce n'est pas nécessaire d'avoir une binoculaire pour s'apercevoir que les plantes sont, disons, très différentes les unes des autres, si on les observe de très près. Donc, on a cultivé, l'humanité a toujours cultivé des variétés au sens que je vous disais, des diversités de plantes, parfois en essayant d'avoir une certaine homogénéité pour un certain nombre de caractères phénotypiques. Maintenant, un agriculteur moderne cultive des variétés dans un sens tout à fait opposé, puisque même par la loi, maintenant, ce que l'on appelle une variété, c'est en effet des plantes qui sont toutes les mêmes, génétiquement, et qui sont toutes les mêmes phénotypiquement, et donc génétiquement, ça renvoie à une certaine identité génétique de ces mêmes plantes. C'est-à-dire que, qu'est-ce que fait la sélection moderne? Eh bien, elle produit un même modèle de plante, en autant d'exemplaires que nécessaire. Elle fait en quelque sorte du clonage. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on parle de variétés de blé, alors que les plantes sont toutes les mêmes, il faudrait parler de clones de blé. Et ceci est mis en place depuis les années 1920 en France, avec le système que l'on appelle maintenant de la distinction homogénéité et stabilité du système de protection, c'est-à-dire du système de pré-brevet, proto-brevet du vivant que l'on a mis en place en France dans les années 1920, qui a été repris dans le cadre de l'Union pour la protection des obtentions végétales, qu'on appelle le système du certificat d'obtention végétale, qui exige que les plantes soient distinctes, homogènes et stables. C'est-à-dire qu'un clone ne peut être attribué à quelqu'un que si on a prouvé que ce clone-là se distingue par un certain nombre de caractères des clones voisins, et que s'il est homogène et stable, c'est-à-dire que si toutes les plantes homogènes, ça veut dire que toutes les plantes doivent être les mêmes, et stable, ça veut dire qu'il est reproductible à l'identique d'une année sur l'autre. Vous voyez bien que ce qu'on appelle le maïs hybride, ce sont des plantes qui sont en effet des clones. Ce qu'on appelle le maïs hybride, ce sont des plantes de maïs qui, elles, sont identiques dans le champ, exactement comme les plantes de blé sont identiques dans le champ. Simplement, avec le maïs, et à la différence du blé, c'est que ce maïs cloné, ce clone de maïs, est un clone qui est à l'état hétérozygote. Et tous ceux qui ont fait des études d'agronomie, même au minimum, ont tous entendu parler de la loi de ségrégation de Mendel. C'est-à-dire que vous avez semé des plantes qui sont toutes identiques dans le champ, qu'on appelle le maïs hybride, un clone hybride. Bon, il est hybride, il est hétérozygote, mais qu'est-ce qui va se produire dans ce champ, puisque toutes les plantes sont les mêmes? Il va y avoir une autofécondation à l'échelle du champ. C'est-à-dire que l'autofécondation, vous le savez, c'est quelque chose qui est tout à fait destructif de la fertilité d'un organisme à fécondation croisée. Et vous pratiquez, dans le cas du maïs, la forme la plus forte de consanguinité, qui est l'autofécondation. Par conséquent, vous détruisez le champ de maïs dans le champ. Donc, le fait de remplacer ce qu'on appelle le maïs hybride, ce sont des clones hétérozygotes. Et c'est pour cette raison, c'est le premier terminateur qui a jamais été mis au point. Et évidemment, tout ceci a été totalement travesti par la recherche agronomique et les généticiens qui sont venus vous parler de l'hétérosis, c'est-à-dire ils sont venus vous dire qu'ils utilisaient un phénomène mystérieux qu'ils ne comprennent toujours pas, qu'ils ont appelé l'hétérosis, l'effet de vigueur hybride, pour améliorer le maïs, alors que la réalité des choses, c'est qu'ils utilisent la dépression d'autofécondation pour le stériliser. Et vous voyez comment l'inversion de la réalité, et je vous ai parlé de la guerre aux vivants ne peut pas s'avouer. C'est seulement récemment, du fait de la disparition de la paysannerie, du fait que le vivant est sorti du domaine du sacré pour rentrer dans le domaine, pour s'être laïcisé, du fait de la disparition de la paysannerie, si vous voulez, comme catégorie sociale importante, et bien que les entreprises ont pu dire, oui, après tout, le vivant nous appartient, on vous emmerde. On vous interdit de semer le grain récolté. Mais dans le cas du maïs hybride, on a raconté une histoire complètement différente, c'est-à-dire qu'on a mis un espèce de rideau de fumée absolument invraisemblable, enfin invraisemblable, non, qui a une construction, si vous voulez, qui est en apparence logique. On vous a parlé de l'hétérosis en évitant de vous dire, mais regardez, on a fait des clones hétérozygotes, comme ça l'agriculteur, les plantes s'autofécondent dans le champ du paysan, et l'agriculteur est baisé. Vous voyez comment on peut renverser complètement. Bon, j'ai mis moi-même, je vous dirais, une vingtaine d'années à travailler sur l'histoire de la sélection et l'histoire du maïs hybride aux États-Unis. Je suis probablement l'une des personnes qui connaît le mieux le sujet dans le monde, et je peux vous dire que ça m'a pris beaucoup de temps pour, disons, petit à petit, comprendre ce que je vous ai expliqué en termes très très clairs. C'est un problème de concept. Quand on utilise des concepts clairs, si vous voulez, les choses sont immédiates. Si vous vous rendez compte, ce qu'on appelle une variété hybride de maïs est un clone hétérozygote, ben c'est fini.